Bonjour à toutes et à tous. Les incidents se multiplient entre les forces conjointes de l'ONU et de l'Union africaine d'une part, et les troupes soudanaises d'autre part. Les escarmouches transfrontalières entre le Tchad et le Soudan, elles aussi ont repris. Nous sommes donc à nouveau au Darfour. Lundi, un convoi de la MINUAD, donc cette force conjointe de l'ONU, a été attaqué par une unité de l'armée soudanaise et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas pu riposter. Les Européens, qui tentent également de mettre sur pied une force européenne de sécurisation humanitaire au Darfour, manquent, semble-t-il, à la fois de moyens et de bonne volonté. D'autant que Khartoum reste arc-bouté à son idée de tenir le plus éloigné possible du dossier tout élément non africain. Alors pour essayer d'y voir plus clair, ce matin, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mohamed Nadji, qui est rédacteur au Sudan Tribune. Et Monsieur Nadji, on sait l'opposition de Khartoum à un règlement international, mais on a le sentiment aussi que d'autres forces finalement ne sont pas plus intéressés que cela à un règlement de cette affaire au Darfour. Effectivement, c'est-à-dire il y a par rapport à cette force internationale qui normalement officiellement a pris le relais des forces africaines à partir du 1er janvier, le déploiement de cette force est très en retard. Vous savez, cette force devait normalement se composer de 26 000. Or, actuellement, il y a 9 000. Les 9 000, dont déjà 7 000 et 500, j'allais dire, qui étaient essentiellement les troupes africaines. Donc, il y a à peu près, j'allais dire, 1 500 qui sont arrivés. Et cette donc force de troupes non africaines. de troupes toujours africaines. Toujours africaines. Et ce sont des Égyptiens, des Éthiopiens qui vont constituer en réalité le plus gros de contingent, 3 à 5 000 chacun, je crois. Je crois l'Égypte 3 000 et les Éthiopiens ils vont fournir 5 000. Donc cette force, il manque pas seulement, le déploiement de troupes n'est pas seulement se fait très lentement, mais jusqu'à hier soir, il y avait des discussions très intéressantes, très importantes sur l'essentiel de cette force, c'est-à-dire qu'il manque, vous avez parlé de la force de l'Eurofor par rapport au nord, dans l'est de Tchad. Donc la force européenne. La force européenne, donc il manque d'avions. Et là, de l'autre côté, c'est exactement le même. Et si par rapport à l'Eurofor, c'est la France qui s'est proposée, elle va fournir les moyens. Mais de l'autre côté, personne ne veut fournir les avions. Alors pourquoi sur le fond cette réticence que vous venez de souligner à fournir les moyens des ambitions finalement? Tout le monde, en réalité, les gens se méfient beaucoup. Déjà, les Américains qui étaient les plus échaudés, etc., ils ne veulent pas aussi, ils ont refusé de fournir des avions. Les Européens, personne ne veut fournir, ne veut se mouiller dans un conflit. On ne sait pas comment on va le régler, parce que c'est un autre dossier. Parce qu'en réalité, il ne faut pas oublier qu'on déploie cette force alors qu'il n'y a pas de paix. C'est-à-dire la communauté internationale avait besoin d'un prétexte, c'est-à-dire des accords de paix qui sont lettres mortes, pour déployer cette force, pour protéger la population civile. Mais on va aller dans un climat très hostile et tout le monde se méfie. Est-ce qu'au moins sur cet objectif-là qui consiste à protéger la population civile, on peut considérer que ces forces en présence sur le terrain ont une utilité ? Ils ont une utilité si j'allais dire le dessin, si cette force est déployée telle qu'il a été conçu. Mais pour l'instant, ce n'est pas seulement le manque d'avions, mais Khartoum aussi rejette, j'allais dire, les noyaux durs de cette force, c'est-à-dire des unités d'intervention rapide qui doivent normalement être fournies par la Népal, je crois. Oui. Et un autre pays, il y a la Thaïlande. Voilà, la Thaïlande et le Népal. Et il y a aussi cette force, j'allais dire, de pointe qui devait être les 400 ingénieurs qui devront être fournis par le Norvège et le Suède. Pays scandinaves. Et donc aussi, les Soudanais, ils ont rejeté, ils ont dit, surtout pas ces gens-là, on ne veut pas d'eux, etc. Donc, c'est-à-dire, si on déploie la force telle qu'il est actuellement, c'est-à-dire, c'est vraiment la force africaine, c'est-à-dire une force sur place, sans moyens,
sans la capacité d'agir. Donc sans avoir, sans pouvoir réaliser la finalité de son déploiement, c'est-à-dire la protection de la population civile. Dans l'ordre des priorités, je parlais tout à l'heure aussi du conflit transfrontalier entre le Tchad et le Soudan. Et le président tchadien, Idriss Déby, a dit qu'il n'hésiterait pas même à il l'a déjà fait. Poursuivre, il l'a déjà fait, à poursuivre des rebelles tchadiens même en territoire soudanais, ce qui risque évidemment d'augmenter encore plus la tension. Est-ce que vous pensez que de ce point de vue-là, pour que le président tchadien puisse dire ça, c'est qu'il a des garanties, et par exemple des garanties françaises, pour pouvoir s'engager encore plus loin sur ce terrain-là? Je ne sais pas vraiment s'il y a des garanties, des garanties de Paris, mais... Vous savez à quoi je pense? L'échange des prisonniers de l'affaire de l'Arche de Zoé. Non, on parle surtout, ça a été publié, on parle du missile Milan qui ont été fournis par la France. Mais je crois que la France, à vrai dire, pour pouvoir déployer cette force, il n'a pas besoin que la situation, j'allais dire, il y a une escalade militaire et des tensions. Donc je crois que Paris est sincère lorsqu'il joue, j'allais dire, les intermédiaires et cherche à calmer la situation. Cela étant dit, le comportement, en tout cas ce que fait Déby, et c'est exactement ce que Khartoum souhaite. Je crois que les Soudanais, parce que tout le monde se dit pourquoi ils tardent à riposter à Déby, parce qu'ils se disent on voit encore des rebelles pour qu'ils fassent encore des attentats, pour qu'ils fassent encore des attaques, j'allais dire, à l'intérieur du Soudan, etc. Et à un moment donné, si on le juge opportun, on pourra riposter. Parce que techniquement, ils ont le moyen pour riposter par rapport à un pays comme le Tchad. Cela étant dit, Déby, en tout cas, il joue le jeu exactement de Khartoum. Il joue vraiment, mais il fait, voilà. Et vous diriez qu'il le fait volontairement? Je sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Mais vraiment, c'est un jeu très dangereux et donc il va finalement aboutir à geler, j'allais dire, le dispositif, soit par rapport à l'Eurofort ou bien de l'autre côté. De l'autre côté, par rapport à la force hybride qui doit, voilà. Et c'est vraiment, c'est quelque chose de très malsain. Merci, Monsieur Nagy. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On continue sur cette actualité au Darfour. On la suit souvent, vous, sur France 24, vous le savez, en français, en anglais et en arabe, et sur notre site internet france24.com. Merci de votre attention et bonne continuation.